Bonjour Julie, ravi de te retrouver ici sur le podcast. Alors, tu une Française exilée en Suisse, hein, c'est ça? Et tu bien pris l'accent. Ah ouais, oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on va parler de résolution de problèmes. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais un peu nous dire ton parcours, qui tu es professionnellement? Oui, alors tout à fait, puis, c'est tout à fait guidé par la résolution de problèmes, donc c'est bien le thème. Moi, j'ai étudié les maths en France, hem, pour une raison, tout à fait personnelle qui était que j'aimais ça. Je trouvais très drôle, de résoudre des problèmes, je trouverais très drôle de chercher, d'aller me demander quelle était la meilleure solution pour cette chose-là, d'appliquer des propriétés, de comprendre des propriétés. Ça m'a beaucoup guidée toute ma scolarité. J'ai toujours trouvé les sciences très fun, finalement, très marrantes, comme une petite enquête, finalement. Il y avait le choix entre les sciences et la philo, et puis j'ai choisi les maths. Je pense que les maths, ça dirigeait bien, finalement, ce que je voulais faire. Et ça m'a conduit à faire des études de maths en France, à passer l'agrégation de mathématiques. Et puis, je me suis, retrouvée du coup à enseigner au secondaire 2 en France. Et pour moi, je perdais un petit peu de sens au fur et à mesure de l'enseignement, parce que je me sentais justement de moins en moins utile dans un gros système qu'est la machine éducation nationale, que certains et certaines connaissent bien, mais qui est un système assez lourd à vivre. Et j'ai préféré, puisque j'étais en train de faire ma thèse en didactique des maths, partir pour la Suisse, justement, où je suis devenue formatrice dans une haute école pédagogique. C'est là où on forme les enseignants et enseignantes en Suisse. Et j'ai pu acquérir beaucoup de compétences autour de la formation d'adultes. Et j'ai pu également bénéficier d'un environnement où j'ai fait de la recherche. J'ai pu résoudre des problèmes un petit peu plus conceptuels, notamment sur l'enseignement de l'algèbre à l'université. Et ça m'a mené au fait que finalement, pour moi, je vois vraiment le monde comme quelque chose qui est à modéliser, à comprendre, chacun en faisant sa propre modélisation. Et j'ai remarqué que finalement, c'était très utile dans le monde de l'entreprise, puisque rapidement, j'ai été amenée à prendre des fonctions de chargée de projet, j'ai pu diriger des groupes. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas finalement devenir cadre. Et c'est là que j'ai obtenu un poste pour être finalement chargée d'un secteur qui s'occupe de la formation continue des enseignants et des enseignantes dans le canton de Fribourg. Alors là, on se dit, où est passée la résolution de problèmes? Mais finalement, elle est toujours là, parce que travailler avec des humains, travailler avec de la formation, travailler de la stratégie, travailler des processus, conduire une équipe, c'est de la résolution de problèmes toujours. C'est pouvoir décider, c'est pouvoir peser ses options, c'est pouvoir étudier ses options, analyser le contexte et prendre des décisions qui font sens. Donc pour moi, c'est là finalement que se retrouve ce plaisir de la résolution de problèmes. Et c'est comme ça que j'ai monté ma propre entreprise, en voyant que c'était là où j'étais douée. C'était aussi soutenir les autres, les aider à résoudre leurs problèmes à leur façon, et les aider à poser un cadre qui leur permette de se développer, que ce soit à travers des formations ou des coachings, voire des consultings pour l'entreprise. Voilà un petit peu comment j'en suis arrivée là. Bon, ben merci. Je vais revenir un petit peu en arrière. Mhm, Quand moi j'ai été étudiant de mémoire, on avait à peu près 40% de filles. mhm. Et du coup, on n'avait pas besoin de faire les soirées infirmières. On a fait pour aller trouver des copines. On avait à peu près ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, on voit que dans les filières scientifiques, c'est fortement en baisse. Seulement dans le domaine de l'IT, de l'informatique, on est à 25%. Et là, il y a eu une réforme du bac il y a quelques années en France où on pouvait choisir les maths en option ou ne pas choisir. On a que 15% de ceux qui choisissent cette option qui sont des filles. Mhm. Et ça pose un petit peu question. Tu vois, la semaine dernière, on parlait de parité, etc. Je dis, mais en fait, on se pose la question pourquoi les filles ne choisissent pas ces filières. Toi, je vois que ça t'a passionné. C'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Je serais assez intéressé d'avoir peut-être sous deux volets, peut-être ça ira ensemble. Est-ce que tu as une idée pourquoi les filles se désintéressent des filières
mathématiques, scientifiques et toi ingénieur, toutes les sciences de l'ingénieur, tout ça. Et qu'est-ce qu'il y aurait à faire quoi pour rééquilibrer, même si c'est pas du 50-50 quoi, en tout cas rééquilibrer quoi. Alors même si je suis pas une spécialiste de la parité, donc il y a sûrement des recherches, qui vont plus loin et qui montrent, ce qui peut être fait de manière très Sur la précise. didactique. Voilà, en tout cas, en didactique des maths, moi ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'on développe notamment dans la petite enfance et même en préscolaire, les compétences mathématiques. Mais aussi, si vous regardez les compétences langagières, ça paraît sensé. C'est quand on est petit qu'on commence à développer des compétences de résolution de problèmes. Et donc, c'est dans un environnement qui n'est même pas scolaire, finalement, encore. Alors, en France, on va à l'école plus tôt qu'en Suisse. Par exemple, en Suisse, on va à l'école à partir de 4-5 ans, ce qui est déjà relativement tard. Et en France, on y va un petit peu plus tôt, voire même beaucoup plus tôt selon les enfants, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Du coup, on est déjà pris en charge dans un environnement scolaire. Mais même avant 3 ans, on a déjà des compétences de résolution de problèmes qui se développent. En fait, finalement, à quel point on laisse son enfant en autonomie trouver une solution ou à quel point on court toujours pour lui donner une solution, par exemple. Donc là, l'enfant, il va tout de suite commencer à résoudre par lui-même. Et on voit, hein, quand on voit apparaître la frustration chez le petit enfant, c'est très dur en tant que parent de se dire ah là, c'est la limite où je peux laisser l'enfant se frustrer parce que quelque chose est en train de se passer, il ou elle est en train d'apprendre, et la limite où on se dit, ouh là là, c'est horrible, il hurle, il y a tellement de gens autour, vite, je lui file le truc qu'il ou elle n'arrive pas à faire ou qu'il ou elle veut. Donc ça, c'est vraiment cette balance entre l'apprentissage, elle se fait souvent dans la frustration chez l'enfant, on va laisser aussi cette frustration faire, on doit aussi accompagner, enfin, il y a toute une balance ici qu'on fait très naturellement en tant que parent sur beaucoup de tâches, finalement, mais peu ou pas sur la résolution de problèmes. Et laisser des enfants résoudre des problèmes simples, hein. Un problème, ça peut être juste comprendre comment ranger tel objet dans telle boîte ou comprendre, enfin, c'est pas, on n'est pas en train de leur faire des maths à haut niveau. D'ailleurs, le but, c'est pas de les entraîner comme des petites machines, c'est justement que par leurs propres intérêts, par leur propre jeu, ils développent des compétences de résolution de problèmes. Donc ça, c'est une base de l'apprentissage des enfants, des petits enfants, et même encore à l'école. Normalement, le jeu, les intérêts de l'élève sont au centre de l'apprentissage. Et si on regarde ça, si on réfléchit à ça, et que maintenant on va dans un magasin à la période de Noël, on peut bien voir quels sont les jouets filles et les jouets garçons. C'est assez facile à reconnaître, hein. Les garçons ont le droit au Lego, etc., aux jeux peut-être plus d'aventure, mais aussi aux jeux de construction, de réflexion, de logique, il y en a beaucoup plus. Et puis les jouets présentés comme plutôt filles, ça va être des jouets qui sont plutôt des jouets de socialisation. On va avoir on va pouvoir reproduire des métiers, on va pouvoir finalement jouer avec d'autres personnes. Et donc là, on voit que dès la petite enfance, on a quand même des jouets relativement genrés, avec des jouets pour les filles qui concernent plutôt la socialisation et la gestion des émotions, ce qui fait que beaucoup de femmes sont aussi beaucoup plus compétentes dans ces domaines-là à l'âge adulte, et des jouets pour les garçons qui concernent plutôt justement la construction, le développement d'une stratégie, l'avancée vers un raisonnement, etc. Donc finalement, si en tant que parent, on ne fait pas attention, parce qu'on ne devrait même pas avoir à faire attention, je devrais dire que ça devrait être naturel, on devrait pouvoir acheter sans se dire, ah, c'est un jouet garçon, un jouet fille, ah, attention, je dois acheter des jouets garçons à ma fille, des jouets filles à mon garçon pour que ça s'équilibre dans les compétences. Mais si on ne regarde pas ça de plus près, on peut s'apercevoir que rapidement, on va faire développer chez les filles beaucoup de compétences émotionnelles, chez les garçons, beaucoup de compétences logiques. Et donc, a fortiori, arrivé à l'âge de l'éducation, de l'école, les filles vont avoir plus d'affinité pour d'autres matières qui demandent ces compétences peut-être un peu plus qu'a priori les mathématiques qui paraissent complètement déconnectées. Donc ça, c'est une première hypothèse selon moi, c'est ce qu'on fait avec les enfants et la manière dont notre société a géré les jeux des enfants. Les jeux, c'est au centre de l'apprentissage. Jouer chez l'enfant, c'est pas anodin. On joue pas sans apprendre chez un Ouais, enfant. c'est une manière d'apprendre, ouais, ouais, Mais ouais. c'est même Alors vrai quasiment ils sont très exclusivement, sérieux quoi, hein. oui, la reproduction, c'est quasiment exclusivement la manière d'apprendre des enfants puisqu'ils reproduisent notre comportement, se défouler Même à les terre, adultes, hein, etc. finalement. On recopie jusqu'à ce qu'on ait acquis la compétence quoi, hein. Oui, tout à fait. Et puis on part de nos propres intérêts. C'est quand moi j'ai de l'intérêt que ça se développe. Donc chez l'enfant, c'est pareil. On peut stimuler l'environnement avec différents intérêts.
Ce qui veut pas dire que toutes les filles qui ont joué au Lego auront envie de faire des maths et les garçons auront envie de faire des langues. C'est pas du tout le but, mais c'est d'ouvrir un horizon pour que l'intérêt réel de l'enfant puisse se développer. Donc ça, ce serait une première hypothèse. Et la deuxième, je sais pas. C'est intéressant parce que toi, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour ma fille. Et alors, dans un domaine très différent, c'était une artiste qui me disait ça. Elle se voyait, elle dit en fait, j'ouvre des fenêtres aux enfants. Ouais. Et à un moment, elle leur avait fait des cours privés. Et puis sur le dernier cours, elle leur fait quelque chose qui était un peu inhabituel. Je me souviens plus ce que c'était. Et les enfants, ils disaient ah mais on peut faire ça. Et elle m'expliquait, elle dit mais en fait, moi mon rôle c'est juste j'ouvre la fenêtre. Après vous ferez votre chemin. Vous dites tiens j'ai envie d'aller explorer là-bas ou pas. Mais en tout cas je sais que ça existe quoi. Et il y a pas mal de choses avec Non, avec ma fille. ça illustre. Même des choses qu'elle aimait pas, je dis: «Mais en fait, voilà, on va goûter tel plat». Par exemple, j'avais aimé bricoler, j'avais acheté un mécano et puis, il dit: «Bah, juste voilà, explore quoi, voilà» et Ses intérêts propres à elle. à son chemin. Mmh. Et je pense que c'est là qu'on a des solutions. C'est au lieu de copier des rôles ou de vouloir absolument coller des rôles sur nos enfants, même coller le rôle «je veux que mon enfant soit scientifique», ça a pas de sens en fait. Mais partir des intérêts et permettre de développer aussi d'autres intérêts en laissant les possibilités ouvertes, à mon avis, c'est là qu'on a quelque chose qui se construit probablement. Et Et je ça sais fait plus un ce que peu le j'en lien. non, il y avait le deuxième chose. Oui, exactement. Bah, ça fait le lien avec cette deuxième chose, c'est, tu l'as dit, hein, cette personne dit, bah, moi, je vais laisser ouvert des possibles. Et je pense que si tu regardes l'enseignement, dans les petites classes, justement, on enseigne par le jeu, par l'intérêt de l'enfant ou de l'élève, on va partir de ses propres procédures pour construire quelque chose. Et plus tu avances dans la scolarité, moins les maths, c'est rigolo. Je veux dire, qui trouve marrant de faire des fiches toutes guidées où il faut juste apprendre par cœur une technique de dérivation pour réussir. Enfin, je veux dire, baccalauréat, y a pas vraiment de résolution de problème. C'est des problèmes qui ont été entraînés 150 fois par les élèves dans l'année. On en fait des petits singes à faire des maths fictives. Et en plus, dedans, il y a même pas tellement de résolution de problèmes en autonomie au sens où, alors à chaque question, enfin un problème, c'est 14 questions avec des ABC. Du coup, on a complètement perdu l'idée de résoudre de manière autonome un problème, donc c'est pas très marrant. Les maths, il faut pas se mentir, ça a pas l'air créatif. Et donc aussi pour, je pense, des filles qui sont peut-être plus sensibles à la créativité, mais aussi des garçons qui sont plus sensibles à la créativité, là, on va perdre toutes ces personnes-là parce que ça a l'air complètement barbant. Alors qu'en réalité, il y a une immense partie créative dans les maths, justement, ce passage du concept à la résolution de problèmes, de la résolution de problèmes à un nouveau concept, et ce jeu entre le concept et la modélisation qui permet de créer dans les maths. Et ça, on le perd complètement plus on évolue dans la scolarité, alors qu'on l'a normalement dans les petits degrés, avec une création justement des concepts par le jeu, par l'intérêt. Donc à mon avis, une deuxième piste, elle est là. Elle est dans ne plus faire que des maths entraînement technique. On est obligé de faire une partie, mais avoir aussi des parties de création, de résolution où on remet au centre de la discipline ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire une discipline créative et profondément sociale. Ouais, puis ce que tu dis, enfin, il y a même un terme consacré, c'est le bachotage. Mmh. Et ce qu'on voit, c'est que des fois, t'as le prof de maths, il t'explique un théorème, tu dis: «Ah ouais, c'est très clair, j'ai compris». Tu passes à l'exercice, en fait, tu te rends compte tu rien compris parce que tu pas à faire l'exercice, quoi. Ouais, tout à fait. Tu dis: «Ah ouais, alors non, j'ai dû rater un truc là». Oui, puis cette compréhension, elle demande une une appropriation personnelle qu'on n'a plus tellement le temps de faire si le but, c'est de résoudre des exercices du bac, comme tu dis, Ouais, de ouais, ouais. compléter. Ouais, ça me rappelle quand j'étais en terminale, j'ai oublié son nom, ça doit être une très vieille dame maintenant et j'avais une super prof de maths et justement pour nous entraîner, alors c'était pas du tout du bachotage. Et elle nous donnait des problèmes où justement il fallait pas, comment juste appliquer le théorème. C'est-à-dire tu l'exercice qui est juste tu appliques le la formule jusqu'à ce que tu apprennes par cœur. Il Mmh. fallait savoir, quelle formule, quel théorème on allait appliquer.
Moi, je sais que je me régalais, quoi, parce que c'était dur, il fallait chercher, là, t'as du challenge, il faut bien comprendre le problème. Après, une fois que t'as compris, ça va très vite, quoi. Voilà, après, tu déroules la méthode. C'est ça, c'est un bon équilibre, mais c'est le principe de l'innovation en elle-même, même en entreprise. C'est un bon équilibre entre des connaissances fortes, qu'elles soient dans votre matière ou dans de l'ingénierie ou n'importe, et un espace de jeu. Donc, quand il n'y a pas d'innovation, et c'est le cas dans les maths, c'est qu'il manque une de ces composantes, à minima. Après, il y a d'autres composantes en entreprise qui entrent en jeu, mais à minima. Du coup, c'est vrai que c'est exactement ce que tu nous dis ici. C'est cet espace de liberté où on a quand même des règles connues qui permettent d'innover, de résoudre un problème et de prendre du plaisir à le faire. Donc, pour continuer sur la résolution de problèmes, donc c'est là, tu as encore une activité dans l'enseignement, puis tu es en train de créer ta propre activité. Tu as déjà commencé autour des process en entreprise, et j'ai l'impression que ça, en termes d'approche, ça fait le lien avec ce qu'on disait précédemment, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais, la méthode que tu appliques, voilà. Oui, alors moi, déjà, j'enseigne plus du tout, je fais plus que du conseil stratégique, même dans mon emploi salarié. Je fais du soutien et de la planification, du conseil stratégique, donc au cœur vraiment de la résolution de problèmes de l'entreprise, c'est-à-dire pour moi, le lien, il est dans le fait que si tu regardes une entreprise, une institution, une organisation, peu importe en fait, finalement, mais qui a un but, que ce soit lucratif ou pas, du coup, hop, un deuxième chat dehors. Ouais, assez fermer la porte. Là, maintenant, il rentre. Attends, On aurait dû partir en direct, finalement. il est assez drôle du coup. Moi, j'ai même pas montré à la télé. On est interrompu. Oui, si tu regardes une entreprise et que tu cherches à trouver des solutions pour optimiser, c'est pas obligé que ça marche mal, hein, mais pour optimiser, ou alors pour aider les gens à mieux gérer leur temps de travail, ou alors pour permettre de trouver des solutions à des problèmes récurrents dans l'entreprise. Tu peux jamais aller regarder, par exemple, si tu veux aider les gens à optimiser leur temps de travail, tu peux jamais prendre la personne, la sortir de son contexte et lui donner toute une série de bonnes mesures que tu aurais notées dans ton petit calepin, puis lui dire, allez, débrouille-toi. T'es bien obligé de comprendre la personne dans son environnement de travail. T'es obligé de comprendre son environnement de travail. T'es obligé de comprendre son environnement propre à elle, ses fonctionnements, ses besoins, mais aussi ceux de l'entreprise, ses contraintes, les contraintes de son équipe, les besoins de son équipe, etc. Donc, tu dois prendre cette personne dans un ensemble de variables dont certaines sont humaines, certaines ne sont pas humaines, comme les processus. Les processus, c'est pas humain, mais c'est quand même une variable qui va faire qu'une personne peut bien gérer son temps ou pas. Les processus sont-ils clairs, sont-ils optimisés, sont-ils automatisés, etc. Et puis, on va avoir toute une série de variables comme ça qui fait qu'on peut modéliser la situation en extrayant des variables qui sont principales et grâce à ces variables, après, pouvoir justement se dire, ah mais tiens, si on jouait ici, ici et ici, peut-être on a un impact sur l'optimisation du rendement de l'entreprise sur la gestion du temps de travail de tel employé qui est à telle place avec telle équipe, tu vois. Et pour moi, c'est pas différent l'un de l'autre. C'est aller essayer de récolter des informations dans le milieu. Bien sûr, une partie de ces informations sont humaines, elles proviennent des humains, mais une grande partie proviennent aussi finalement des processus en place. Ça va provenir de l'organisation qui est là, des règles qui ont été établies, qu'elles soient dites ou non dites, puisqu'il y a aussi des règles non dites dans des entreprises. Et une fois qu'on peut comprendre ça, on le comprend bien sûr chacun et chacune à sa manière. Moi, quand j'y vais, je vais le comprendre différemment de si toi tu y vas. Mais on va se faire un modèle et avec ce modèle, on va extraire les variables et on va extraire ce qui, selon nous, nous permettrait de résoudre le problème. Et quand je dis résoudre le problème, ça peut être très positif. Il y a peut-être pas de problème. On peut peut-être juste encore optimiser. Mais ça reste un problème conceptuel d'aller optimiser le fonctionnement d'une entreprise, par exemple ou d'aller résoudre des problèmes liés à une conduite d'équipe ou à des processus de travail mal fixés ou ce genre de choses-là. Donc pour moi, c'est ça. Et en termes d'approche, moi,
j'aime bien avancer par petits pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Parce que toi, ce que tu disais entre l'interaction entre les process d'entreprise, peut-être qu'il faudra retoucher, le fonctionnement de la personne ou ce qui est, à sa main, dans son périmètre et que tu touches une variable, ça va faire bouger une autre et du coup, j'aime bien plutôt que dire: «OK, voilà la solution, c'est ça». Mmh. Bon, déjà, on dégrossit le truc, mais et puis après, on va toucher, on va ajuster. Est-ce que ça te parle? Est-ce que Ouais. c'est quelque chose que tu fais ou c'est plus je fais une analyse et puis voilà ce Pour qu'il en moi, ressort? ça doit vraiment prendre sens à partir des personnes et c'est vraiment un petit peu comme les boutons, d'un studio presque justement Hein, hein. d'enregistrement. On n'en change pas juste un, et puis après les autres on touche plus jamais ou alors on les change tous en même temps parce qu'on a vu que ça pouvait être tout qui pose problème. Donc pour moi, c'est vraiment cette approche par essai-erreur, si on veut dire de manière grossière, qui est comprise dans la résolution de problèmes, qui est qu'une fois qu'on a émis des hypothèses, on va justement aller en tester. Puis là, c'est vrai que on en a beaucoup parlé avec mon mari qui est médecin. Et si tu veux une solution à un problème qui est pas de manière évidente réglé, tu vas tester. Tu vas pas tout tester en même temps, sinon tu peux pas savoir ce qui a fonctionné, puis tu vas mettre beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses à la fois. Donc en fait, pour moi, c'est faire des hypothèses, mais avec le client ou la cliente, c'est-à-dire parce que c'est lui ou elle qui a la connaissance de son environnement la plus fine. Et puis, il faut aussi que ça lui convienne. On peut pas demander à quelqu'un de changer radicalement sa personnalité. Donc, il y a peut-être des solutions radicales qu'on pourrait employer qui fonctionneraient, mais qui ne vont pas avec la personne. Et le but, c'est ça, c'est les personnes sont des variables. Donc, il faut trouver il faut en fait co-construire. Et après, pour moi, l'idée, c'est de construire un plan d'action avec toujours, on met en place une action, on regarde ce qui se passe, on évalue, exactement comme tu disais. Puis après, on retourne. Ça n'a pas eu d'effet, ok. Alors peut-être on s'est trompé, peut-être on reprend une autre hypothèse. Ou alors, au contraire, peut-être ça a très bien marché. Et du coup, nos autres hypothèses, on les garde en mémoire parce que dans le futur du développement de l'organisation, ça peut être intéressant de le savoir. Mais à l'heure actuelle, c'est pas un frein à un développement et du coup, on va peut-être pas les retenir pour cette fois-là. Donc voilà, effectivement, je pense que c'est cette approche-là. Ouais, puis on voit pas forcément tout du premier coup. C'est, en travaillant, en avançant sur le chemin, il y a: «Ben, tiens, je peux faire évoluer ça, j'avais pas vu» ou, Mmh. où il y a des choses qui émergent et moi, je sais que pour moi, j'ai souvent fait comme ça. Tu fais évoluer une chose, tu dis: «Tiens, ça marche, OK. Bon, bah, voilà, ça c'est bon» et après petit à petit, on avance. Ça peut donner à la fin des résultats assez spectaculaires, mais la démarche n'est pas spectaculaire. Mais tu sais, ça me fait penser, j'étais chez mon ostéo l'autre jour, j'avais le côté gauche bloqué. Donc elle me débloque le côté gauche, puis elle me dit alors maintenant comment ça va? Puis je dis bah maintenant c'est bizarre, c'est le côté droit qui a plus l'air très. J'avais pas l'impression. Puis elle me dit bah c'est toujours comme ça. Quand on débloque quelque chose, on débloque le plus gros, ce qu'on voit, ce qu'on sent, là où on voit qu'il y a un blocage. Et puis après, le reste du corps, finalement, parle et dit, ah, ben, il y a aussi, là, finalement, maintenant que je suis bien de ce côté-là, n'oublie pas ce côté-là. Et ben, je dirais que c'est cette démarche-là que tu décris dans l'entreprise, elle existe pareil. Exactement, ouais. Ouais, et là, faut rééquilibrer petit à petit le système, ouais, ouais. Ouais, exactement. On a mentionné un peu brièvement où, voilà, ce travail, tu le fais, alors on disait avec ou sans intelligence artificielle. Oui. Que voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus que ce qui est bien avec, ou ce qui est bien sans? Déjà, il y a 2 choses, qu'il faut pas confondre. C'est, utiliser l'intelligence artificielle dans ces processus. Où là, du coup, finalement, il va falloir aller regarder avec chaque entreprise ce qui est possible de mettre en place par rapport au processus propre. Mmh Et mh. donc, on va se dire, mais là, vous me parlez de cette chose-là, mais moi, je vois qu'il y aurait ce potentiel-là ou ce potentiel-là, tout en sachant qu'un grand nombre d'entreprises vont avoir du mal à assumer le coût du changement parce que la solution IA, c'est une chose, mais derrière, il faut gérer la gestion du changement, il faut refaire les processus, il faut former les personnes. Et donc moi, je n'accompagne pas sur la création de la solution logicielle, hein. Je vais travailler avec d'autres entreprises, mais par contre, je vais pouvoir, une fois qu'on a co-construit une solution ou acheté une solution déjà existante, hein,
Si l'entreprise en sent le besoin, accompagner cette transition, faire les changements de processus, mettre en place une formation pour aider que ce soit mis en place de manière optimale. Parce que, ben, tu le sais, automatiser ou digitaliser pour digitaliser, ça n'a aucun sens. Il faut que ça serve quelque chose dans l'entreprise. Et c'est pas toujours où on pense qu'il y a un vrai potentiel. Il faut aussi rassurer les gens par rapport à leurs fonctions et faire gagner les personnes dans des fonctions plus qualifiées. Donc, s'ils font plus ça, qu'est-ce qu'ils font? Parce que le but, c'est pas qu'on se mette à licencier des personnes parce qu'on a mis une IA ici. Le but, c'est que si on met une IA ici, on gagne du temps pour des tâches à valeur ajoutée. Et donc, quelles sont ces tâches à valeur ajoutée? Donc ça, c'est vraiment une étude très personnelle, finalement, d'entreprise, faite avec l'entreprise, faite avec le personnel de l'entreprise pour trouver à quel moment on va automatiser. Et moi, après, aller chercher des solutions et les aider, si l'entreprise le souhaite, à la mettre en place, à la conduire jusqu'au bout, cette transformation digitale. Sur les licenciements, ça me fait penser, il y a 30-40 ans, on a commencé à voir les distributeurs automatiques de billets Mmh. et on disait: «Bah, ça y est, on va pouvoir fermer les agences, bancaires et cetera» et puis, finalement, on s'est rendu compte que ça il y a plus de monde au guichet qu'avant et parce que avant les gens, bah, effectivement, ils faisaient les transactions, tu vas prendre, du cash pour le mettre sur ton compte ou au contraire voilà, tu vas retirer du cash et cetera et ça, la machine, elle va le faire très bien. Donc les personnes étaient déchargées ça, que finalement le rôle dans les banques, c'était plus ça. C'était plus faire ces petites opérations, mais ça va être plus sur du conseil bancaire et finalement, ça libérait du temps pour des choses à, plus grande valeur ajoutée. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu nous disais, quoi. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment cette valeur ajoutée qu'on va trouver dans le service. Excuse-moi, désolée, on a tous attrapé le rhume dans la famille, du coup, on est tous On je pense que tu pourras couper au bon endroit parce que j'ai attendu, que tu finisses de parler pour m'étouffer. ouais, puis après on va dire que j'ai fait des trucs qui t'ont fait pleurer, Tout à fait. j'étais méchant avec toi. Ouais, alors pas du tout, je peux témoigner. On peut faire un bac, tu sais, les bêtisiers des coulisses, la sortie du chat, la toux inarrêtable. D'habitude, il est tranquille, mais là, je sais pas, il commence Et à tourner autour de moi, puis il a une caisse en plastique, et puis là, il grattait, grattait. Qui tourne autour, c'est pas grave, mec, il gratte, j'ai dit: «Moi, ça va pas le faire, quoi». c'est toi qui l'entends parce que ça te gêne après. D'une part, et puis, forcément, j'ai un micro pour le podcast, ça s'entend, quoi. Ouais, c'est ça. Alors excuse-moi, du coup, je m'étouffe. Du coup, on peut reprendre où on en était. Attends, je dois remonter le fil. La dernière chose que tu as dit, c'est oui, c'est ces processus d'automatisation au guichet des banques, ouais. Oui, du coup, c'est vrai qu'on voit finalement que, enfin, pour moi, je suis peut-être idéaliste là, hein, que l'idéal, ce serait de garder les gens, faire descendre la pression sur ces personnes-là, qu'elles puissent atteindre leurs objectifs sans être débordées, parce qu'on a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui sont complètement débordés sous toute une série d'objectifs à atteindre, heu, et qu'elles gagnent dans des tâches à valeur ajoutée. Mais dans ces tâches à valeur ajoutée, bah, justement, on n'est plus dans, classer des petits dossiers et cetera, parce que ça, la machine, elle le fait très bien. On est dans des tâches où il y a forcément au centre la résolution de problèmes. Un client mécontent qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Comment on lui parle, et cetera. On va se retrouver face à l'organisation d'un grand séminaire. Oui, ben, on va pouvoir s'aider de l'IA pour, faire des petites choses, mais on va devoir résoudre un certain nombre de problèmes, même s'ils sont très basiques ou très simples ou juste de budget. Mais finalement, on va rencontrer ces problèmes-là et les personnes doivent être formées à résoudre des problèmes pour pouvoir bah, de plus en plus prendre des tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Et de l'autre côté, c'est exactement le pendant pour moi, c'est-à-dire qu'il y a l'IA pour les processus de l'entreprise, où là, c'est quelque chose de formel qui est mis en place dans les processus. On utilise telle IA pour automatiser telle chose, pour répondre à tel besoin. Et après, il y a l'utilisation personnelle que les gens font de l'IA générative. Et ça, c'est pas encore très bien encadré. C'est même pas thématisé dans certaines entreprises. Et donc, on utilise des ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude à tout va, sans trop savoir ce qui est fait des données, sans que les gens comprennent le fonctionnement. Et là, moi, je trouve que si on ne forme pas les gens, on baisse en qualité de production parce qu'on a des gens qui utilisent l'IA bêtement, justement, en pensant qu'elle est magique et puis qu'elle donne une réponse vraie à tout ce qu'on peut lui demander. Donc,
moi là-dessus, j'ai créé une formation qui est en ligne, en toute autonomie, qu'on peut suivre en autonomie pour les cadres, les chefs d'entreprise ou les chefs de projet et d'équipe, pour que justement on puisse comprendre d'abord ce que c'est, qu'on comprenne aussi les biais et les dangers, notamment par rapport à la protection des données, mais par rapport aussi à tous les biais finalement. On parlait tout à l'heure des femmes dans la science, les IA, elles reproduisent nos propres biais, Ouais. donc des biais, ça peut être des biais sexistes, des biais racistes, mais en fait tous les biais qui existent, peu importe comme ils existent, tant qu'ils sont représentés dans la communauté qui discute sur Internet ou dans les livres ou dans nos films ou dans nos images, on va les retrouver. Ce que tu dis, c'est rigolo. Donc sur Lyon, j'organise avec quelques personnes justement des meet-up générative IA. Il y a une des personnes, je sais plus, c'était secrétaire médical ou un truc, je me souviens plus le nom, et c'était au masculin. Donc dans le prompt, la personne met au masculin et l'IA traduit au féminin. C'est pas étonnant. Elle était énervée, dit bah oui, mais 95% des cas c'est comme ça, donc l'IA a traduit automatiquement, quoi. Elle a même pas repris. Non, il doit y avoir une erreur là. Ouais, non, c'est pas du tout étonnant. Là, on le voit le plus, et moi, c'est ce que je montre dans ma formation, c'est dans la génération d'images, hein. Là, on a des sacrés biais qui sont présentés, et en fait, on s'en rend plus compte parce que dans un texte, on se rend moins compte des biais, comme quand quelqu'un parle, c'est parfois moins facile, mais une image, ça nous marque tout de suite. Par exemple, une femme dans un environnement de travail, il fait, moi, c'est des prompts que j'ai fait dans la formation pour montrer, il fait, une personne à un bureau, donc c'est une femme à un bureau, habillée, alors on ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle travaille en bureau. Et puis un homme dans un environnement de travail, il est en train de taper, c'est un fraiseur probablement, il fait des pièces dans une industrie. Puis là, ça sert personne en fait finalement. Mhm. C'est ces choses-là. Pareil, je lui ai demandé une équipe innovante et il n'y a pas de personne de plus de 40 ans. Et quand je lui demande pourquoi, il me dit bah parce que finalement on ne Ah, représente jamais jamais vu. par des personnes âgées. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça où tu te dis, mais du coup, on ne fait que récupérer nos biais. Et ça, en entreprise, ça peut être très dangereux parce que mal équipées, les personnes vont l'utiliser de manière personnelle, en prenant des prompts magiques, hein. On trouve les 10 prompts magiques qui font je ne sais quoi partout sur Internet, ce qui est absolument inutile. Je veux dire, c'est un outil. On doit apprendre à s'en servir personnellement et faire une relation à l'outil qui est personnelle. Et cette relation à l'outil personnel, elle passe par comment, dans un problème, je m'en sers pour résoudre, qu'est-ce que je peux lui demander, comment je peux lui demander. Et c'est ça que j'essaye d'amener avec ma formation pour éviter justement qu'on ait une relation à l'outil un peu magique, comme ont certaines personnes avec la calculatrice, où on est incapable de savoir ce que ça fait, on ne sait pas comment vérifier, mais si ça dit ça, c'est que c'est vrai. Puis, c'est le danger avec l'IA générative, qui est encore plus bête, si j'ose dire, qu'une calculatrice, parce que la calculatrice repose sur des algorithmes assez vérifiables. L'IA générative, c'est difficile de savoir comment elle a été chercher le prochain mot, de quelle source elle s'est nourrie, et du coup, on obtient des choses encore plus à risque d'être fausses ou mal interprétées. Et donc, du coup, là, on a un vrai besoin que les personnes soient équipées, et c'est pour ça que j'ai créé une formation qui se fait en ligne, en autonomie, là-dessus, sur mon propre usage de l'intelligence artificielle en tant que cadre, finalement. Quand tu parles de d'intelligence artificielle, tu sur l'IA générative? D'accord, ouais. Parce que c'est un sujet qui est bien plus vaste que ça, quoi. Ce qu'on appelle, alors souvent quand les gens parlent d'IA, effectivement, c'est sous-entendu IA générative, quoi. Dans la première partie, quand je parlais des entreprises, là, on parle de tout type d'IA, parce que ça peut être des génératives ou des non génératives, des qui analysent les données, des qui classifient, enfin, Les RAG, tout à fait. Mais dans la partie sur la formation en ligne, c'est l'usage de l'IA générative que je vise à mieux encadrer dans une entreprise, à mieux faire comprendre aux personnes qui l'utilisent pour pas qu'on parte dans toutes les directions. d'accord, d'accord. Est-ce que tu saurais nous donner des exemples un peu concrets de choses que tu as vues en entreprise, des résultats qui sont obtenus? Oui, alors, mmh, tu veux dire par rapport à l'usage de l'IA ou de manière globale par rapport aussi Oui, à non, résoudre peut-être global, pas forcément, alors ça peut être IA avec IA, mais pas forcément. Alors, moi, ce que je constate, c'est surtout, et j'en ai parlé, quand on rentre dans une transformation, qu'elle soit digitale ou pas, mais digitale, on touche une corde encore plus sensible,
c'est que déjà, souvent, dans des petites PME, on va avoir très peu de processus qui sont explicités. Donc les gens savent ce qu'ils font. On a Martin qui sait ce qu'il fait. On a aussi Claudine qui sait ce qu'elle fait. Mais finalement, si Martin ou Claudine partent un jour, déjà, on n'a plus rien. Le management du savoir est très peu organisé. Et ensuite, chacun a l'impression que d'aller éclairer les processus, c'est quelque chose de long, de difficile, qui va prendre du temps, alors qu'on n'a déjà pas de temps pour le quotidien, ce genre de choses-là. Donc moi, quelque chose que j'ai remarqué qui est très puissant, c'est déjà juste la plupart des résolutions de problèmes, elles passent par une explicitation des processus et des responsabilités de chacun dans ces processus. Est-ce que moi, je peux décider seule ou est-ce que toi, tu dois décider avec moi? Est-ce que je dois demander à quelqu'un? Tout ça, c'est hyper important et ça va permettre justement de clarifier ce système dont on parlait tout à l'heure, où chaque humain, après, sait à peu près comment il agit dans ce système, avec qui il interagit, à quel moment et pourquoi. Et après, non, ça ne freine pas l'innovation, au contraire, parce que chacun, dans sa capacité, peut innover dans sa marge de responsabilité, et donc ça ouvre des horizons. Donc, la première chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, finalement, si vous êtes une entreprise, une des premières choses à vous demander, c'est est-ce que mes processus sont vraiment clairs? On n'a pas besoin d'aller expliciter chaque micro-processus de l'entreprise, ça on est bien d'accord, mais les processus principaux, ceux qui vont guider la vente, ceux qui vont guider la production, s'il y a de la production, ceux qui vont guider le service client, ceux qui vont guider la mise en ligne de vos produits. Enfin, vous pouvez vous projeter selon que vous vendez des services, des produits, etc. Ça, c'est la première chose à se demander. Et même chez des solo-entrepreneurs que j'ai pu conseiller, j'ai vu que c'était vraiment la clé pour faire passer déjà leur entreprise à un niveau au-dessus. Parce que sans processus, et quand on travaille tout seul, c'est encore pire, hein, on a tendance à se dire ah mais c'est tout bon, moi je sais ce que je fais. Finalement, on ne sait pas ce qu'on fait. On a envie, on se fait croire qu'on sait ce qu'on fait, mais finalement, on ne sait pas exactement à quel moment je relance un client, qu'est-ce que j'envoie, pourquoi. Réfléchir ça, c'est réfléchir comment j'atteins mes objectifs stratégiques et pourquoi. Donc les processus doivent être mis au service des objectifs stratégiques. Et c'est parfois dans cette mise au service que va intervenir justement l'AI. Mais j'ai peut-être une opinion peu populaire là dans ce que je vais dire, puisque j'ai un peu lu ces derniers temps sur LinkedIn, oui, celui qui automatise pas, c'est celui qui a rien compris, ça va jamais marcher. Pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur, vous devez tous automatiser. Mais je me suis déjà rendu compte que déjà, il faut prendre l'entreprise où elle est. On peut pas poser une automatisation dans une entreprise et puis tout le monde s'inscrit dedans, ça marche et c'est merveilleux. Il faut accompagner l'entreprise, ne pas faire peur. Justement, à mon avis, ça contresert le message de dire il faut tout automatiser. Après, les gens vont acheter des solutions qui leur conviennent pas et finiront par dire ah bah l'automatisation c'est nul, j'ai perdu de l'argent et du temps, voire même des employés. Et donc, il faut parfois accepter que l'entreprise, elle n'est pas au stade où elle va automatiser avec des solutions d'intelligence artificielle, quelles qu'elles soient, ou qu'elle va optimiser avec ces solutions-là, parce que elle a déjà besoin d'avancer dans sa maturité digitale ou dans sa maturité processorale, si j'ose dire, pour pouvoir accepter ces solutions par la suite. Et moi, c'est ça que je trouve le plus marquant dans mon travail, c'est je dois co-construire avec l'entreprise là où elle est. Et je dois pas arriver avec mes solutions toutes faites, mes prompts tout construits, et puis je pose mes valises et paf, allez, vous allez prendre ça, puis ça va être merveilleux, on va tout changer. Et à mon avis, ça marche très peu souvent, et c'est même un risque pour la solution proposée de passer pour une solution inadéquate. Alors, ce qui est inadéquat, c'est l'entreprise à ce moment-là, dans sa maturité, qui n'a pas l'adéquation à la solution proposée. On peut pousser ça, on peut conduire ça, mais c'est une vraie conduite et ça demande des efforts. Et moi, je comprends que tous les chefs d'entreprise soient pas prêts à fournir ces efforts non plus parce que c'est très coûteux. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai remarqué qu'un service comme le mien peut apporter quelque chose. C'est dans la conduite très coûteuse et humainement coûteuse, émotionnellement coûteuse. On pense coûteux, ah oui, il y a des heures de formation, mais c'est de l'émotion surtout. C'est Ouais, des, c'est de des la prise de tête, ouais. Exactement. Et puis déconstruire des peurs. On en a parlé tout à l'heure. Moi, si je fais mon travail et que d'un seul coup tu me dis ah mais t'inquiète pas, il y a une IA, tout ce que tu as fait là pendant 20 ans, tes petits copier-coller là, ça sert à rien. On a une IA qui le fait. T'imagines la violence ressentie pour la personne. Il y a un accompagnement à faire émotionnel de déconstruction et de dire mais c'est super parce que toi tu gagnes en compétences et pas ce que tu as fait jusqu'à maintenant c'est nul et une machine peut le faire. Et là il y a une vraie conduite digitale à faire. Donc je dirais que c'est ça.
Moi, j'ai connu des situations. Alors après, il y a le contexte économique qui a fait que les gens n'y ont pas coupé, mais heu, comment quand tu as fait des études, quand tu as un certain, niveau et cetera, on te dit: «Bah, on va upgrader ton travail, grâce à l'IA ou à telle ou telle automatisation». On dit: «Ah ouais, c'est top». Mais tu as des gens qui ont fait pendant 20 ans, 30 ans, toujours le même travail, qui sont sur des tâches beaucoup plus simples. Tu lui dis: «Ouais, je vais upgrader». En fait, ils paniquent. Mmh. C'est pas possible, quoi. Tu arrives à 55, 60 ans, tu dis: «C'est bon, là, je vais juste terminer tranquille et après je pars à la retraite». Et là, elle dit: «Non, non, on va voilà, tout ce que les trucs basiques que tu fais, on va remplacer par de l'IA ou par une automatisation quelconque». Et les gens, c'est pas possible. Effectivement, c'est très dur parce que ils ont pas les capacités, soit intellectuelles, soit, émotionnelles à dire: «Je vais aller faire autre chose». Dis: «Non, ça fait 30 ans que je fais le même truc, quoi». C'est que et parfois avec ce type de population, c'est quand même la population générale, hein. Mmh. Les gens qui ont bac+5 bah, ou des doctorats comme toi, c'est quand même pas la majorité. Mais je te rassure, je pense que ça arrive même, même chez les cadres, en fait, quand on leur explique, par exemple, que, bah, leur conduite d'équipe, elle peut être facilitée par l'intelligence artificielle générative. Ils ont un premier réflexe qui est toujours de dire, «Ah bah non, mais moi ça je le fais depuis 20 ans, je sais très bien le faire, vous allez quand même pas m'enlever ça, quoi». Et même chez des gens qui se noient sous des tâches. D'ailleurs, souvent chez des gens qui se noient sous des tâches, vont avoir plus de mal à dire qu'ils veulent un outil. Alors que chez des gens qui sont déjà très efficaces, c'est très intéressant, il doit avoir une relation à l'outil qui est différente, Mmh où mh. là, souvent ils acceptent très bien: «Ah super, un truc où je vais aller encore, peut-être plus vite, mieux ou plus précisément ou plus loin, bah allez-y, donnez-moi». Et on remarque que finalement, c'est plutôt, je dirais, des types de caractères là, et je ne le lirais pas spécialement finalement au type de tâche, mais à la manière dont les personnes exécutent leurs tâches. Et donc, effectivement, une manière qui exécute des tâches automatiques de manière automatique sans jamais trop se demander pourquoi elle les fait comme ça, ce qu'il y a autour. Encore une fois, hein, la raison d'être du processus, elle va avoir plus de mal à ce qu'on lui dise, bah maintenant, on va changer pour ça, parce que c'est tout son métier qui change. Alors qu'une personne qui se pose continuellement la question, même si on parle de trier des dossiers, par exemple, pourquoi je les trie comme ça? Ah, ok, le processus, il dit ça, mais pourquoi? On pourrait faire mieux, et qui, elle, est déjà dans cette logique-là de résolution de problèmes dès le départ, en fait, même si c'est des tâches qui sont très automatisables, bah, elle va pouvoir y voir un avantage et elle se dire: «Ah bah tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer?» Et c'est vraiment ça. Et c'est là où on en revient finalement à toute notre question du départ. C'est si on ne forme pas les gens à résoudre des problèmes, on les forme pas non plus à être flexibles, à s'adapter aux nouvelles technologies, mais à tous les nouveaux défis qui arriveront et que nous, on voit même pas encore de ça, parce que on les forme à répéter mécaniquement des tâches, hein. C'était l'exemple du baccalauréat et des maths, hein. On va répéter mécaniquement des tâches plutôt qu'à utiliser des compétences de résolution de problèmes pour résoudre des tâches qui sont diverses. Certes, dans un domaine d'expertise, certes avec des connaissances de base, mais toujours en se voyant soi comme un acteur du système et pas comme une marionnette qui exécute bêtement finalement. Et c'est là, à mon avis, on a quelque chose à gagner dans l'éducation de nos enfants, de nos adultes même. C'est, mais finalement ton rôle. Et moi, quand j'ai embauché des personnes pour mes équipes, j'ai jamais testé s'ils étaient très doués avec Word. Je veux dire, je m'en fiche. Moi, ce que j'ai besoin, c'est est-ce que si j'ai un problème, toi, tu vas être flexible? Et est-ce que si j'ai un problème et que je te propose une solution, toi, tu vas être capable de critiquer ma solution pour qu'on co-construise une meilleure solution? Et finalement, il n'y a pas plus que ça, des fois, j'ai l'impression. Donc, on en revient là. Cette flexibilité, elle vient de ta capacité ou pas, à mon avis, hein, et ça, c'est pas un avis universel, à te sentir capable de résoudre des problèmes. Bah, écoute, bah, merci beaucoup Julie. Là, je vois ça fait, plus de 45 minutes qu'on échange. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer, et faire participer, les auditeurs, de notre conversation. Écoute, je te remercie beaucoup, c'était super intéressant. Le temps qu'on a passé aussi en préparation de ce podcast, c'était vraiment, humainement et techniquement intéressant. C'était une belle rencontre.
Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Bah, Puis, je te bah, comme on remercie. dit en Suisse, on va dire tout de bon alors. Merci beaucoup, merci pour l'échange et ouais, très intéressant, merci. Merci beaucoup, Julie.